Et on accueille maintenant Luc Carbonneau. On va parler sport. Luc, comme d'habitude, on vous accueille toujours pour nous parler sport et c'est avec grand plaisir. Et on va commencer d'ailleurs avec la Ligue de hockey junior 3A du Québec, puisque la fin de semaine dernière a été assez occupée pour l'Everest. Oui, effectivement, il y avait 2 matchs au calendrier pour la formation de la Côte-du-Sud. Malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme on l'avait escompté. L'équipe qui l'avait quand même remonté à un déficit de 2-0, surtout en deuxième période, avec début de Jotam Klein en fin de deuxième période qui avait permis à l'Everest de créer l'égalité. Jonathan Labrie avait connu un excellent travail en bloquant 35 des 37 lancers qu'il avait reçus jusqu'en fin de rencontre. Un revirement en zone défensive dans la dernière minute de jeu en temps réglementaire a fait en sorte que malheureusement, eh bien, c'est les Cobras de Terrebonne qui l'ont emporté lors du match à l'Aréna de Montmagny. Une défaite de 3-2 qui a fait assez mal, là, surtout que l'équipe avait très bien joué à partir de la deuxième période. L'indiscipline qui a fait mal lors de ce match-là, ça a donné un double avantage numérique que Terrebonne a pu prendre les devants 2-0 lors de la première période. Et on aurait aimé ça peut-être avoir un scénario différent. L'équipe méritait au moins d'aller chercher un point. Mais ça s'est mal conclu, là, disons-le, pour le match vendredi. Et hier, on était sur la route? Oui, exactement. Donc, l'équipe était à l'étranger. On était à Granby, au complexe Léonard Grondin. Donc, malheureusement, l'Everest avait pris les commandes 2-0 cette fois-ci. On croyait que ça allait être bien parti. Malheureusement, il y a eu 4 buts sans riposte marqués par la formation montérégienne. Qui a fait en sorte que l'équipe a pris les devants 4-2, là, celle des Inuits de Granby. L'Everest a tenté de revenir en troisième période grâce au travail de Dan Chrétien, mais malheureusement, ce fut trop peu trop tard. Le but de Chrétien avait été marqué avec 2 minutes à faire en troisième période. L'Everest s'est malheureusement incliné 4-3. Il faut dire également, l'indiscipline a coûté très cher. L'Everest a concédé 3 buts consécutifs en avantage numérique en moins de 4 minutes de jeu. Ça l'a fait extrêmement mal à l'équipe. Surtout qu'en plus, Jérémy Bégin a fait tout un travail. Il a bloqué 38 des 42 lancers qu'il a reçus, donc une moyenne d'efficacité de plus de 900. Quand vous avez un match comme ça, normalement, vous devez aller le remporter. Donc, c'est un peu décevant. Il y a certains joueurs là, qui ont peut-être... Il va falloir qu'ils apprennent à se calmer les nerfs un petit peu parce que souvent, il y a des 10 minutes qui sont desservies pour comportement excessif envers les officiels ou encore pour comportement antisportif. Ça fait extrêmement mal à l'équipe. En plus, il y a souvent des 2 minutes pour Rudess ou des 2 minutes après le jeu, donc ce qu'on appelle le fameux troisième homme, lorsqu'on descend à partir, par exemple, si on n'est pas impliqué dans un jeu ou dans une mêlée, après le coup de sifflet, à ce moment-là, il y a des joueurs qui vont décider de descendre et c'est à ce moment-là, si on est le 3e ou le 4e joueur qui s'intègre dans une mêlée, il y a les officiels peuvent décerner des pénalités pour comportement antisportif encore pour rudesse, là, tout dépendant de ce qui va se passer dans l'action. Donc, il y a certains joueurs au sein de l'équipe qui vont devoir, comment je pourrais dire, apprendre à se calmer le pompon un petit peu afin d'éviter là, de mettre l'équipe dans le pétrin alors qu'elle est déjà en contrôle du match ou du moins est vraiment en bonne posture là, pour rivaliser avec les équipes adverses. Donc, un début de saison quand même assez difficile pour l'Everest. Ouais. Est-ce que c'est le apprendre à jouer ensemble qui est encore là? Je peux quand même dire que oui, il y a certains joueurs qui ne sont pas encore dans l'alignement. Je pense notamment à Jacob Lavallée qui a été suspendu pour 5 matchs. Quand on parle de discipline, ça fait partie de cet encadrement-là qu'il y a des joueurs qui vont devoir à mieux apprendre à contrôler. Jacob Lavallée, donc, qui est suspendu 5 matchs. Il y a William Robitaille également, qui est toujours blessé. Une blessure qui tarde à guérir. On espère que ça va se faire vite dans son cas. Mais effectivement, les joueurs en général commencent à apprendre le système comme il faut. Il y a encore un petit peu de travail à faire au niveau de la synchronicité, au niveau des schémas de jeu. Il y a beaucoup de choses encore pas beaucoup, mais il y a certains éléments encore à travailler parce que à 5 contre 5, on voit cette équipe-là est vraiment bien structurée. C'est vraiment lorsqu'on tombe dans l'excès ou encore dans des situations sur les unités spéciales, que ce soit en désavantage ou en avantage numérique, là, ça devient un peu compliqué, ce qui fait en sorte que l'équipe, malheureusement, tire parfois de la patte. Donc, système de jeu peut-être à travailler encore plus sur les unités spéciales et surtout, vraiment, ça va être la discipline à travailler au sein des joueurs là, au cours des prochaines rencontres. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements dans l'alignement dans les derniers mois ou dans l'organisation? Oui, c'est sûr que dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de changements. Bon, on pense avec l'arrivée de Simon Labrec comme directeur général, entraîneur-chef, on amène littéralement une dynamique différente, surtout que c'était Bruno Guay qui a retrouvé son poste d'entraîneur adjoint, qui était entraîneur-chef l'an passé.
Ça fait en sorte qu'il y a des systèmes de jeu que Simon pratiquait, que Bruno pratiquait, que les deux sont pas nécessairement concordants. Donc, c'est tout ça qui est à travailler pour réappliquer au sein des joueurs qui ont été présents. Il y a eu quand même beaucoup de changements au sein de l'équipe. Il y a eu plusieurs arrivées. Donc, je pense à Zach Boulian, Elliott Lavoie, Christophe Giasson. Donc, tous ces éléments-là font en sorte qu'il y a beaucoup de nouveaux. C'est beaucoup d'apprentissage. En défensive, on pense à Étienne Arsenault. Donc, oui, il y a beaucoup de nouveaux. Mais là, on est quoi? On est le 3 octobre? Oui, on est 3 octobre. Donc, tu sais, dans le coin du milieu du mois, là, à la fin du mois, normalement, tout est censé commencer à se placer. On va l'espérer ainsi parce que sur papier, là, les joueurs, l'équipe forme quand même l'une des meilleures du circuit. Maintenant, il va juste falloir... Est-ce que peut-être qu'il y a des pièces du puzzle qui réussissent à se connecter pour bien se calmer et bien s'agencer au cours de la saison. La prochaine partie pour l'Everest? La prochaine partie du côté de l'Everest, ça sera à l'étranger. Je l'ai oublié. Attendez un petit peu, je vais juste aller regarder l'horaire. Donc oui, c'est ça. C'est contre les Rangers du Montréal, les Rangers de Montréal-Est. Donc, ça sera le 7e match de la saison. Le match va débuter à 19h30, tandis que le prochain match à domicile, c'est dimanche prochain à 14h. On va accueillir pour l'occasion les Panthères de Saint-Jérôme. Donc, ça va être deux duels très intéressants. On sait que les Rangers de Montréal sont peut-être dans une phase de reconstruction, ce qui fait en sorte qu'il y a une possibilité d'aller chercher des points. Mais comme on le sait, depuis le début de la saison, c'est très difficile d'aller chercher des points. Le classement est relativement très serré dans le haut du circuit Fixby. Alors, ça va être bien à surveiller là, pour l'Everest, bien entendu. Donc, je le précise. Le match à domicile contre les Panthères de Saint-Jérôme qui aura lieu le 9 octobre prochain à compter de 14h. Si on parle tennis maintenant, oui. Il y a eu quand même une annonce assez importante dernièrement. Oui, dans les dernières semaines, bon, je pense que ça a été mentionné à plusieurs reprises. On parle bien entendu du maître, moi je l'appelle l'orignal, le chevreuil sur un terrain parce qu'il gambadait ainsi sur le terrain. C'est Roger Federer qui a annoncé sa retraite là, il y a environ 2 semaines et qui l'a fait lors de la Coupe Laver la semaine dernière. Honnêtement, c'est vraiment une page d'histoire qui tourne parce qu'on parle d'un joueur, en fait, qui a peut-être la plus longue carrière en termes de longévité en simple. En double, on sait souvent les joueurs vont se rendre à 42, 43, 45 ans. C'est pas rare que les joueurs de double vont se rendre à 45 ans et plus. Mais un joueur en carrière de simple, 41 ans, 41 ans, il n'y en a pas beaucoup dans le tennis professionnel qui vont se rendre jusqu'à cet âge-là. Tu sais, quand tu côtoies les grands comme Pete Sampras, Michael Chang, André Agassi, on pense au début des années 2000, Lleyton Hewitt, Andy Roddick pour la séquence des années 2000, et vous avez eu le temps d'affronter Novak Djokovic, Stefano Tsitsipas, Rafael Nadal, bien entendu, et vous avez eu la chance de jouer contre la nouvelle garde également. Des matchs contre Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, on pense au tennis canadien, mais également Sacha Zverev, Alexander Zverev. Tous ces athlètes-là, quand on va regarder ça dans 10-15 ans, on va se dire que c'était vraiment l'âge d'or du tennis parce qu'il y a un trio, et même je dirais un quatuor avec Andy Murray puis Novak Djokovic et Rafael Nadal qu'on a vu au cours des dernières années, la dernière décennie, même je dirais des 15 dernières années. Ça risque d'être très difficile à répliquer. Roger Federer a amené l'entraînement du tennis à un autre niveau, la stratégie de jeu également, ce qui fait en sorte que d'aller rechercher, d'aller repousser cette limite-là va être encore plus exigeante qu'elle l'était lorsque Federer a repoussé celle de Sampras et Agassi ainsi que Björn Borg lors de son arrivée sur le terrain. Donc, ça va être vraiment très intéressant de voir si dans le futur, on va être en mesure de revoir un peu une synergie de la sorte là, avec un Big Four comme qu'on a vu dans les années 2000-2010. Disons que la nouvelle palette, la nouvelle génération de ce circuit de l'ATP a beaucoup de travail, mais c'est un athlète qu'on ne pourra jamais répliquer. On pensait le faire avec Igor Dimitrov lorsqu'il est arrivé sur le circuit de l'ATP. Ça n'a pas été du tout le cas. En termes de personnalité, en termes d'attitude avec les partisans, avec son sport en tant que tel, recréer Federer. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, la personnalité, le lien qu'il avait autant avec les spectateurs qu'avec les autres joueurs, c'était phénoménal. C'est phénoménal, puis il n'y en aura pas deux Federer. Tu sais, Federer fait partie d'une classe, on fait souvent la blague, mais c'est ça, c'est le trio parfait, si on veut, ou le trio imparfait. Je pense que dans les 20 dernières années, il n'y a pas 3 plus grands athlètes que Tiger Woods, Tom Brady et Roger Federer.
une grosse page d'histoire qui vient de se tourner Ouais. du côté du tennis. Si on jette un coup d'œil au Grand Prix de Singapour, est-ce que vous avez suivi ça? Oui, effectivement, ça a été un grand... on sait que Max Verstappen, qui est le pilote néerlandais, qui, on se rappellera, l'an passé, a gagné le championnat du monde de manière assez controversée, qui avait coûté le poste au commissaire de la F1, là, Michael Massey. On était à Singapour, donc un Grand Prix européen qui existe depuis 2008, qu'on court dans la nuit sous les réflecteurs de la municipalité du pays de Singapour. Donc, c'est Sergio Pérez qui a remporté l'épreuve. Max Verstappen n'est pas couronné champion du monde encore. Il avait une chance de le faire. Ça a été beaucoup compliqué dans son cas, séance de qualification douteuse. On a dû le ramener dans la ligne des pieds parce qu'on allait manquer d'essence à la pesée. Oh. Et si on ne fournit pas assez de 1 kg d'essence dans la voiture à la fin, ben, il y a une pénalité qui fait en sorte qu'on est disqualifié de la séance, donc que ce soit de la course ou de la séance de qualification. Alors, chez Red Bull, on a commis à la faute. C'est rare qu'on commette ce genre d'erreur-là chez Red Bull. Donc, Sergio Pérez, en contrepartie, a remporté l'épreuve. Un peu dommage chez Ferrari, parce que pour une des rares fois, on n'a pas fait les clowns, mais on s'est assuré d'avoir des bonnes stratégies, parce que chez Ferrari, depuis le début de la saison, on s'en fait jaser, c'est bel et bien pour les stratégies qui sont vraiment... qui ont coûté des victoires. Parlez-en à Charles Leclerc et Carlos Sainz, donc les deux pilotes Ferrari qui terminent respectivement deuxième et troisième. Max Verstappen, excusez-moi, qui termine au 8e rang. Du côté du Canadien, Lance Stroll, il a terminé 6e grâce au travail également de Sébastien Vettel qui a fait un excellent travail pour retenir Max Verstappen et Lewis Hamilton en mode partie durant l'épreuve. C'était très intéressant d'avoir 12 championnats du monde se battre un à la suite de l'autre. C'était vraiment très intéressant et surtout vraiment captivant. Donc, les écuries qui vont se déplacer là, du côté du Japon pour la 16e épreuve du calendrier. Max Verstappen qui, avec 5 épreuves restantes au calendrier régulier, mène par plus de 107 points. Ce faisant, s'il termine à l'intérieur du 8e rang, à l'intérieur du 7e rang, malgré une victoire de Charles Leclerc et qu'il va chercher le tour le plus rapide en course, eh bien, à ce moment-là, Max Verstappen va être couronné champion du monde parce que c'est lui qui a plus de victoires cette saison au bris d'égalité. Et rapidement, on ne peut pas passer à côté. Est-ce qu'on peut parler du Canadien de Montréal? Oui, on peut parler du Canadien de Montréal qui est toujours dans son camp d'entraînement. Il y a eu un retranchement de 23 joueurs la fin de semaine dernière. Je pense que c'était vendredi ou samedi matin. Le Canadien qui poursuit ses activités va reprendre l'action, je pense que c'est aujourd'hui parce qu'on entame une séquence de 3 matchs en 4 soirs. Donc, c'est le Canadien qui a passé bien proche d'aller chercher une première victoire dans le camp préparatoire. Malheureusement, indiscipline, clin d'œil, ça s'est terminé avec une défaite du côté de Canada face aux Sénateurs d'Ottawa. Bon, on sait que Jake Allen a eu une prolongation de contrat de 2 ans d'une valeur de 7,7 millions. Ça va faire du bien. Jake Allen qui est considéré comme quelqu'un qui plante des arbres et qui ne pourra pas récolter son ombre, selon Martin Saint-Louis. Une citation qui a fait grand jaser, comme quoi il n'y a pas juste dans le monde culturel qu'on se sert de Neil Ligon des citations de poètes pour décrire des situations. Donc, le Canadien qui renoue avec l'action. Jake Allen va être le gardien numéro 1 cette saison. Caden Primo n'a pas mal fait, soit dit en passant, à Ottawa. Il a été laissé un peu à lui-même, cependant. A été bombardé. On sait qu'Ottawa est vraiment l'une des équipes qui devrait prendre part aux séries éliminatoires dans la division de l'Atlantique, notamment avec les acquisitions de Claude Giroux à l'ouverture des joueurs autonomes sans compensation et également l'acquisition d'Alex DeBrincat par marché de transactions. En plus, les Sénateurs qui sont dus pour aller se rendre en séries éliminatoires, Tim Stützle, Brady Tkachuk, qui sont vraiment dus pour livrer la marchandise et surtout DJ Smith va être sous pression cette saison. Donc vraiment pour les Sénateurs d'Ottawa, on va devoir performer. Chez le Canadien, ça va être intéressant de voir. J'ai aimé la présence de Jonathan Drouin qui semble être un peu plus revigoré. Est-ce qu'on va être en mesure de bien performer? On sait que c'est une dernière année de contrat. Et souvent, lorsque dans la Ligue nationale de hockey, vous disputez une dernière année de contrat, on sait ce qui arrive. Les joueurs sont plus performants parce qu'on veut des millions de plus dans le contrat qui va être à re-signer à la fin de la saison. Ça va être une défensive quand même assez inexpérimentée. Il ne faudra pas s'attendre à des matchs très serrés. Ça risque d'être du 5-4 ou du 6-7. Est-ce que le nouveau capitaine va faire la différence? Prochaine question. C'est très difficile lorsque vous avez 23 ans et vous avez entièrement le dos, la responsabilité d'une équipe sur votre dos et qu'en plus, vous êtes en méthode de reconstruction et que vous allez peut-être vous battre avec les Blackhawks de Chicago pour aller chercher Connor Bedard.
Vous avez raison, Luc. Alors, on suit ça avec vous, Luc Carbonneau. Vous allez revenir nous voir régulièrement à l'émission. La prochaine fois avec Michel Momini, bien sûr. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Dans quelques instants, José Soucy.